Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Mais Alexandre, c'est bien décevant. Il n'y aura pas de face-à-face à TVA. Le face-à-face qui est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable de toute campagne électorale par sa formule. Ben oui, c'est le vrai débat. Ben pour le peuple, les gens disent les autres, tu sais, quand t'es à 5, puis chacun parle chacun son tour, puis là, ça se répond pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de débat souvent. Là. Alors que le face-à-face, grâce à sa formule, créait justement ces interactions-là entre les chefs de parti. Et lorsqu'on regardait ça, nous, comme téléspectateurs ou comme analystes, on pouvait vraiment voir, par exemple, les failles dans certains discours. Ou certains ont marqué énormément de points à la suite du passage du face-à-face très regardé 2021, 1,1 million de téléspectateurs. Maintenant, le chef libéral Mark Carney a annoncé hier refuser finalement d'y participer, ce qui force le réseau malheureusement à annuler le face-à-face. Pourtant, le Bloc québécois, le Parti conservateur et le NPD avaient quant à eux accepté l'invitation du diffuseur et les modalités également. Or, les libéraux n'ont pas voulu payer les 75 000 $ réclamés pour contribuer aux frais de production d'une telle émission. On comprend que ça coûte quand même très, très cher à produire. Maintenant, est-ce que Mark Carney avait bien saisi la question lorsqu'on lui a posé un peu plus tôt, lorsqu'il faisait campagne, une journaliste Parce lui qu'il a avait demandé, dit oui hier matin. Et il avait dit, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas? Ce qui laissait présager qu'il allait être au face-à-face. Or, il a peut-être mal compris. Ben, c'est ce qui circule actuellement. Or, en après-midi, disons que c'était un tout autre scénario et c'est son équipe de campagne, finalement, qui a annoncé que M. Carney n'allait pas s'y présenter. Énormément de réactions. La plus vive aura été celle du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui a notamment, je vous lis une déclaration, là, le chef libéral prétend avoir la force et le courage d'affronter Trump, mais n'a même pas celui de venir parler aux Québécois. Il se disqualifie et les Québécois porteront un jugement sans appel. Pierre Poilievre également a été très, très dur à l'endroit de Carney en écrivant que les libéraux veulent être au pouvoir pour une 4e fois, mais leur chef a peur de venir faire un débat en français. Ben moi, je pense que la vraie raison, c'est ça. Là. Lui, il veut minimiser les expositions à risque en français. Je pense pas que... Mais il reste... Ma première réflexion, parce que je sais qu'il y a un débat derrière le débat là, sur le fait qu'on demande une contribution, mais ça parle aussi du fait que sous le mandat des libéraux, malgré qu'ils avaient pris des engagements d'aider les médias, durant les 10 dernières années, ça a été des mises à pied massives dans toutes les salles de nouvelles, des médias écrits, des radios et des télés. Puis on se souvient à TVA l'année passée des 500 mises à pied. Donc, il n'y a plus une télé privée aujourd'hui, il n'y a plus un média privé qui a les moyens d'organiser une grosse affaire comme un débat des chefs. On doit demander une contribution au parti. Et ce que ça cache aussi, c'est que, tu sais, l'histoire du consortium. Mais, tu sais, le consortium, on se comprend que c'est une patente là, qu'ils ont inventée. Mais c'est des fonds publics. Là. C'est pas financé, ça, le consortium? Mais c'est l'État. Hein? Ben oui. Non, mais on vit dans une... On dit, tu sais, Trump et la concentration du pouvoir. Mais nous, on est dans un pays où il y a plus, les médias privés peuvent plus organiser un débat. Puis quand il en organise un puis demande une contribution au parti, ben là, c'est le gars du parti au pouvoir qui le fait annuler, là, tu sais, parce que là... puis je comprends qu'au consortium, pour lui, la balle, dans un débat à 5, mettons, là, puis où il n'y a pas vraiment de face-à-face, la balle va beaucoup moins vite. C'est clair. T'as beaucoup plus de temps pour penser à tes répliques, beaucoup plus de temps. Dans un face-à-face, là, tu sais pas, l'autre t'amène une question, bing, bang, réplique. T'es sous les projecteurs. Là. Ah oui. Puis y a pas... La caméra va pas ailleurs. Là. Les deux caméras sont fixes sur les deux individus, puis t'es là, puis tu restes là, puis tu réponds. Donc, les dates, 16 avril, débat en français, 17 avril, débat en anglais du consortium. Maintenant, est-ce qu'il y aura un prix politique à payer au Québec pour Mark Carney dans ton J'en ai esprit? aucune idée. Présentement, ce que je vois, c'est que les électeurs sont en amour avec Mark Carney. Écoute, même sur la question du français, on l'a soulevé, je vous l'ai dit hier, on reçoit beaucoup de messages de Québécois francophones. Là, des gens, tu regardes leur nom, leur prénom, là, c'est des Québécois francophones qui nous disent « Laissez-le tranquille avec ça, c'est pas grave qu'il parle pas français. » Les gens disent « Il parle anglais, ça va être correct pour parler à Trump. » Parce qu'on a confiance au curriculum vitae, aux compétences de M. Carney dans la situation actuelle pour faire affaire avec Donald Trump. Et on passe l'éponge sur le fait qu'on est dans un pays où il y a 2 langues officielles. Puis c'est OK, mais lui, si tu veux être premier ministre d'un pays où il y a 2 langues officielles, ben, ça pourrait être pour passer l'entrevue, là, ça pourrait être un préalable intéressant d'apprendre les 2 langues. Ben, c'est curieux parce que là, ces gens qui disent que c'est pas grave, attention, dans 6 mois, quand on va voir qu'au Québec, ça va être compliqué de transiger. Peut-être, mais là, pour l'instant,
c'est comme, tu sais, on dit des fois, la population, c'est une affaire à la fois. Là, c'est Trump, puis comme les Québécois francophones sont fâchés qu'on soulève la question. Pas tous, mais il y en a qui sont fâchés qu'on soulève la question de la langue de M. Carney. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment la question des baisses d'impôts là, qui aura été le sujet d'ouverture de la campagne. Ah oui, définitivement. Après, les libéraux au jour 1 qui ont promis de réduire de 1% la tranche d'imposition la plus basse, une mesure donc à 6 milliards de dollars. Là, c'est Pierre Poilievre qui a réenchéri avec une baisse donc de 15% sur une certaine tranche également. Ça représenterait 14 milliards, cette mesure-là, et permettrait aux Canadiens moyens d'économiser à peu près 900 $ par année, 1800 $ pour un couple. Comment y arriver? Parce que la question a été posée à Pierre Poilievre hier. Les conservateurs réduiraient la bureaucratie, les subventions, l'aide étrangère également. Pour ce qui est des libéraux, c'est sûr que c'est une mesure qui serait un peu moins coûteuse, mais on n'a pas nécessairement précisé de quelle façon on allait financer ça. Je vous mentionne également dans les mesures qui ont retenu l'attention à ce jour 2 de la campagne hier, Yves-François Blanchet veut proposer un équivalent canadien au Buy American Act pour favoriser les entreprises locales lors de l'octroi de contrats gouvernementaux. Et il veut déposer un projet de loi en ce sens-là dès la prochaine rentrée parlementaire. Et le NPD promet de construire des logements sociaux sur des terrains fédéraux. 2-3 commentaires, parce que vous avez été nombreux à nous demander est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Ben là, c'est pas moi qui va trancher ça. Est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est certainement. Tu peux baisser les impôts. Le gouvernement fixe le taux d'impôt, il peut le baisser. C'est juste que là, on part avec un déficit. Présentement, là, le gouvernement qui soit élu, peu importe lequel, il y a 60 milliards dans le trou. Donc, tu as les revenus, tu as les dépenses. Tu as 60 milliards de dépenses de plus que tes revenus. Qu'est-ce que c'est que de baisser les impôts? C'est de se priver d'autres revenus. C'est de dire, OK, on coupe des revenus supplémentaires. Il faut que tu coupes tes dépenses. Donc, la crédibilité des baisses d'impôts, à mon avis, va dépendre de la crédibilité des cadres financiers des partis, qu'est-ce qu'ils vont vous proposer comme sérieux dans leur réduction de dépenses. Puis là, ça sera aux électeurs de juger qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est farfelu, qu'est-ce qui est sérieux. Mais si on veut voir le sérieux des baisses d'impôts, il faudra juger le sérieux des réductions de dépenses qu'ils vont mettre de l'avant. Je dois dire là-dessus que le commentaire le plus farfelu, par exemple, sur les baisses d'impôts, parce que le commentaire de Yves-François Blanchet était logique. Il dit, écoutez, là, dans l'état actuel, on craint une récession, on est déjà en déficit, on n'a pas les moyens des baisses d'impôts. Le commentaire de Jack Metzing qui a dit que là, ça, c'était pour privilégier les ultra-riches. Et c'est toujours ça. Toujours les ultra-riches, les PDG, les millionnaires. Alexandre, faut que ça soit... Oui, il dit toujours ça, mais il faut que ça soit minimalement vrai. Les deux, autant les libéraux que les conservateurs, s'attaquent, changent le taux du premier palier d'impôt. Celui où tu commences à payer de l'impôt dès que ta déduction de base est passée, je sais pas, à 18, 20 000, je suis pas comptable. Pour les gens les premiers qui payent de l'impôt, dès que tu dépasses, je pense, à 55 000, tu arrives au deuxième palier, ils veulent pas le toucher. Donc, tout revenu qui dépasse 55 000 n'est plus concerné. Les ultra-riches, là. Ben, leur premier 55 000. Oui, c'est ça. Leur premier 50... Tu gagnes 3 millions, là, sur ton premier 55 000, tu vas sauver quelques cent piastres. Je me dis, mais de quoi Jack Metzing parle? C'est beau de dire, je martèle mon slogan, puis je répète la même chose, parce que... Mais à un moment donné, quand c'est complètement faux, complètement erroné. Hier, j'ai entendu sa réaction, mais je me disais, mais de quoi il parle? Non, c'est vraiment sur les tranches de revenus les plus basses, puis c'est pas un ou l'autre, les libéraux et les conservateurs. Mais tu sais, c'est pas... Quand je dis se priver de revenus, l'évaluation à l'heure actuelle, c'est que les libéraux, leur baisse d'impôt est plus petite, elle coûterait 6 milliards. Celle de Pierre Poilievre coûterait 14 milliards. Donc, tu sais, on est en déficit de 60 milliards. Fait que si tu prends le modèle Poilievre, tu es rendu à 74. À partir de là, coupe les dépenses. Oui. Réduis la bureaucratie, coupe les dépenses. L'aide étrangère, etc. La une du Globe and Mail ce matin qui va alimenter la campagne. Oui, ça c'est sûr, ça va faire réagir. M. Poilievre sera appelé bien sûr à réagir. Les révélations du Globe and Mail qui nous apprend ce matin que des agents indiens se seraient ingérés dans l'élection de Pierre Poilievre, dans la campagne à la chefferie du Parti conservateur en 2022. C'est une source disposant d'une habilitation de sécurité très secrète qui a révélé cette information-là au Globe and Mail. Le Service canadien du renseignement avait appris que des agents indiens avaient participé à la collecte de fonds et l'organisation au sein de la communauté sud-asiatique pour M. Poilievre pendant cette course-là. Toutefois, M. Poilievre, lui, n'a pas été mis au courant, étant donné que
Mais lui, il n'a pas eu son accréditation, son habilitation de sécurité. C'est ça, là. Exactement. Alors ça, il l'a pas voulu parce qu'il disait que comme il allait apprendre des choses secrètes, il pourrait plus critiquer le gouvernement. Exactement. Alors, et c'est d'ailleurs mais le seul c'était le point. chef, oui, c'est ça. Mais c'était le point qu'on lui reprochait en l'ayant pas. Il pourrait avoir des choses sur ton propre parti que tu ne sais pas. Parce que le Globe and Mail, ce matin, il dit peut-être qu'il ne sait pas, lui, là. C'est ça. Ce que le SCRS dit, c'est qu'on n'a pas de preuves à savoir est-ce que M. Poilievre ou des membres de son entourage ont été au courant de ces actions-là qui ont été posées. Alors, bon, ça, il y a cette question-là, mais c'est quand même préoccupant. Non, c'est ça. Ingérence-là. Ça se peut très bien qu'il ne le sache pas, mais il n'a pas pris les mesures pour le savoir non plus. Alors, ça risque de le rattraper aujourd'hui. Ah ben non, mais là, ça va être la question aujourd'hui. Voilà. Puis là, on ne sait pas à quel niveau. Là, dans l'ensemble du financement de sa campagne à la chefferie, est-ce que c'est un souper de la communauté indienne? Est-ce que c'est des sommes... Dans l'ensemble de son financement, est-ce que c'est 1% des sommes ou c'est 10% des sommes? Est-ce que c'est marginal ou est-ce que c'est une tranche significative? Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Il avait remporté le premier tour avec 68% des voix, souvenons-nous. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, par exemple. S'il avait gagné, non, mais pour vrai, s'il avait gagné dans une course par quelques votes, là, ça pourrait soulever la question, mais il avait gagné tellement fort que ça, il n'y a plus trop de questions. Premier sondage de la campagne. Oui, et c'est un sondage Angus Reid qui vraiment est assez révélateur. Les libéraux sont maintenant 8 points devant les conservateurs à l'échelle canadienne, à 46% selon ce dernier sondage Angus Reid. Les conservateurs ont maintenant 38%. Le vote du NPD continue de s'effriter avec seulement 7% et le Bloc à 6%. Je vous rappelle que ça, c'est un sondage pan-canadien. C'est pour ça que le Bloc est aussi bas que ça. À titre comparatif, il y a une semaine à peine, l'écart était de 5 points entre les deux. Les libéraux étaient devant. Les libéraux continuent de monter. En fait, c'est que les tendances se continuent. Les libéraux continuent de monter. Les conservateurs continuent de descendre un peu, mais le vote néo-démocrate continue de s'effondrer là, au profit de M. Carney. Ouais. Au Québec, les chiffres démontrent quand même que les libéraux sont en tête avec 49% au Québec. Le Bloc 27, les conservateurs 16. Et si on met la loupe plus précisément, par exemple, sur Montréal, 64% des électeurs prévoient voter libéral en décembre. C'était à 34%. C'est un sondage qui a été mené du 21 au 24 mars auprès de 2400 répondants. Mais pour ce qui est du Québec, je suis toujours... J'aime les firmes québécoises qui sondent le Québec. Là. Quand le Québec est sondé à partir de l'Ouest canadien ou de Toronto, je me demande toujours la méthode exactement, comment des anglophones vont chercher le pouls à Bécomo, mettons, là. C'est deux réalités. Bécomo, c'est ça. C'est une grande firme, Angus Reid, mais je me pose quand même la question. Et finalement, c'est jour de budget, Québec. Ah, ça va retenir l'attention. C'est à 16h cet après-midi qu'on en connaîtra davantage sur le budget Girard, qui sera encore une fois écrit à l'encre rouge foncé, là. Un déficit record, donc, pour 2025-2026, qui irait au-delà du 11 milliards. Hier, le ministre des Finances a dévoilé ses grandes orientations. Bien sûr que c'est un budget là, qui est teinté par toute l'incertitude des tarifs de Donald Trump. Ce qu'on sait de ce budget-là, selon ce qu'a dit le ministre Girard, c'est que le budget ne contiendrait pas de compression dans les services aux citoyens. On va réinvestir dans les services sociaux. On parle d'un budget complexe dans un environnement extrêmement difficile. Il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts comme tel, mais il y a des crédits d'impôts qui passeraient à la trappe. Ce sera intéressant de voir lesquels. Et quant au retour... Qui va augmenter les impôts de certains contribuables qui les utilisaient. Et voilà, c'est ça. Indirectement, quant au retour à l'équilibre budgétaire, ça va se faire graduellement sur 5 ans. Voici le ministre Girard. Oui, la menace est là. La menace est importante, mais il y aura des discussions, des négociations, et c'est pas parce qu'il y a des tarifs le 2 avril que les tarifs seront toujours là pour une longue période. Voilà, donc on va attendre ça 16h. Il y a François qui nous demande est-ce qu'il aurait pu faire le face-à-face sans Mark Carney, là? Et tant pis pour lui. Non, c'était dans la proposition au parti là, que fallait que tout le monde soit là. C'était tout ou rien. C'était même dans le contrat qui était soumis au parti. Donc, l'annulation de Mark Carney provoque l'annulation du face-à-face. Ça commençait hier, le procès de Gérard Depardieu. Je lisais que son avocat a donné tout un spectacle. Et là, ça a été fait sous tension, cri au complot, vraiment les attaques, c'était de partout, là. Et aujourd'hui, le procès de celui qu'on nomme le monstre sacré du cinéma, Gérard Depardieu, se poursuit. Ce sera la première fois qu'il va s'adresser devant les tribunaux. D'ailleurs, ce sera en cours présentement, au moment où on se parle. Il serait en train de s'adresser à l'audience. Les témoins devraient être entendus demain. Mais si on rappelle rapidement les faits, on
on l'accuse d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, d'outrage sexiste. C'est 2 femmes, une décoratrice, une assistante réalisatrice de 34 et 54 ans qui travaillaient avec lui en 2021 sur le plateau du film Les Volets Verts. C'est un tournage récent parce qu'il y a des vieilles histoires, il y a toutes sortes d'affaires qui ont circulé, mais ça, c'est une accusation précise sur un tournage récent. Oui, c'est bien que tu le dises parce que il y a eu des vingtaines de plaintes qui n'ont jamais été entendues devant tribunaux. C'est la première fois qu'il y a une cause vraiment qui se rend. C'est la première fois qu'on l'entend aussi. Hier, il n'a pas regardé personne habillé en noir, faisait ses petites affaires. On l'a pas entendu du tout. S'il était accusé, il risque 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Puis ce qui est particulier dans ce procès-là, c'est à quel point la France est divisée. Il y en a qui prennent pour Gérard Depardieu et qui le défendent bec et ongle. Et t'as les femmes aussi qui l'accusent. Là, qui ont été encensées hier. Il y avait applaudissements. Il y en avait plusieurs qui étaient là devant les tribunaux pour les encourager. Ouais, c'est un peu un procès spectacle mais que ça devient. Mais c'est quelque chose, parce que dans le cas de Gérard Depardieu, je comprends que là, la Cour va faire son œuvre, mais quand même, il y a plusieurs vidéos compromettantes sur ses comportements au cours des dernières années. Là. Ouais, mais là... Parce qu'on a vu une séquence dans un avion. Ben oui. Les gens qui pensaient qu'il y avait de la classe, on a vu une séquence pas belle dans un avion. Le CF Montréal qui a congédié son entraîneur. Est-ce que Montréal est en train de devenir un vrai cimetière d'entraîneurs, un 11e entraîneur-chef depuis donc 13 ans? Alors, c'est terminé pour Laurent Courtois qui est remplacé par Marco Donadel qui devient le 11e entraîneur de l'équipe. Il faut dire que le CF Montréal a eu un début de saison ça allait affreux. pas trop bien, là. Non, 4 défaites, 1 verdict nul à ses 5 premières sorties. Il y a eu 2 buts lors du premier match, mais depuis les 4 derniers matchs, on n'avait pas trouvé le fond du filet. Si bien que le président et chef de la direction du club, Gabriel Gervais, a rencontré les médias hier pour expliquer un petit peu cette décision-là, en disant, c'est pas tellement les scores ou le résultat, mais la manière et les performances de l'équipe. Selon lui, l'équipe manquait de cohésion et les joueurs étaient frustrés, manquaient de combativité également.